On est en Azerbaïdjan, région connue pour sa chaleur et son aridité. Et puis là il fait moins 1 ou moins 2. Non, moins 3. Moins 3. Moins 1. Moins 2. Moins 3. 0. Alors une grosse claque qu'on a pris dans notre voyage, ça reste quand même la frontière turque. C'est vraiment ça a été une très grosse transition. L'hiver a commencé exactement au moment où on a traversé la frontière. On la passe le 4 janvier dernier. Et alors déjà, entre guillemets, elle se fait désirer. On pensait la rejoindre en moins d'une demi-heure et au final on se retrouve pendant plusieurs heures sur un long plat montant, un faux plat montant je veux dire, dans la brume. On arrive à une série interminable de postes frontières. Chacun nous demande à chaque fois exactement la même chose. On passe la partie grecque je veux dire. Et là on finit sur un pont. Vraiment le cliché de la frontière dans la brume, donc on voyait pas le bout et puis plus on avançait, après tac on voit les soldats passer comme ça, c'est cool. Et puis ouais, à la fin vraiment on arrive en Turquie et là c'est le début de l'hiver. Il y a Vivaldi qui a sorti son violon, il a dit bon les gars vous êtes bien mariés avant mais cette fois-ci je vous passe en hiver quoi. Il n'y a que la seule route disponible, c'est un autoroute, un 2x2 voies pour commencer, c'est vrai que commencer doucement. On savait pas si on préférait brumeux ou pas brumeux pour pas voir ce qu'il nous restait à faire quoi en fait. Jusqu'à arriver à Tekirdağ donc qui est sur la côte en fait. On se réfugie quand même dans un hôtel histoire de se réchauffer un peu. Et là on nous annonce une tempête de neige pour les jours qui viennent avec des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Donc on se dit ok on va rester un peu à Tekirdağ, réfléchir un peu à notre avenir. Et on avisera après pour la suite. Même les vélos au final nous avaient abandonné sur le chemin en fait. Les cassettes étaient complètement gelées en fait, la neige s'incrustait dedans quand elle tombe, elle s'incruste entre les vitesses et derrière elle gèle et au final les freins pareil, plus de réponse. Donc déjà il y a une grosse plaque de givre sur les patins et sur les roues et en plus qui plus est la poignée ne fonctionne plus vraiment. Donc voilà, l'hiver a vraiment commencé et c'était parti pour 1 mois et demi de période hivernale. C'était le mois un peu le moins efficace mais bon le plus intéressant quand même parce que ça nous a appris à lutter contre le froid. Le dernier jour de la Turquie, ça a été le petit bouquet final. Après une journée de vélo, on essaie de trouver une petite maison et du coup, donc là on passe la nuit là-bas. Et là le lendemain, hop, encore plus de neige, toujours plus. Et là du coup on reste encore bloqué une nouvelle fois. Sauf que le problème c'est qu'on n'avait pas du tout prévu de rester là. Aucun magasin, rien du tout aux alentours, pas de magasin, pas d'endroit pour recharger les batteries en général on va dire. Et du coup là donc rationnement alimentaire, on peut pas, on avait les rations qui nous restaient, on devait vraiment les couper pour 2 jours. On a fait fondre de la neige, dans les casseroles pour pouvoir boire.
ces épisodes-là, ça résume assez bien ce qui nous arrive dans la gestion du quotidien, dans le sens où on sait les difficultés qu'on va rencontrer, on sait qu'on va devoir chercher un lieu pour dormir, on sait qu'on va devoir trouver de la nourriture, on sait qu'on va devoir un peu gérer les locaux, c'est peut-être un peu fort, mais on va devoir prendre ça en compte, mais on sait pas comment ça va se passer en fait. Donc on a vraiment cette fatigue qui arrive, cette fatigue qui est due à notre routine incertaine en fait, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est ça le plus usant à terme en fait, rapport à l'hiver. Notre dernière semaine d'hiver, on va pouvoir l'appeler la dernière semaine d'hiver parce qu'après on ne retrouvera plus jamais des températures comme ça. C'est en Azerbaïdjan, le temps de rejoindre Bakou, donc c'était l'histoire de 350 km à peu près. 5 jours de lutte. 5 jours de lutte contre la neige, la pluie, le froid et le gel. Et en plus de ça, on était dans des régions un peu montagneuses. C'est dans cette période qu'on fait nos nuits les plus froides. La première, ça a été dans un parc. Un parc municipal. On savait pas d'ailleurs en fait que c'était un parc au début parce qu'on était dans la brume en fait. Et donc là on voit une porte ouverte, on se demande ce que c'est, on voit des arbres derrière et des bâtiments qui semblent abandonnés. Et donc on va s'abriter sous un toit, en fait sous un hall. Et là on regarde le thermomètre, moins 3 degrés. Bon, ça commence à piquer et surtout qu'en fait avec la brume c'était extrêmement humide. Et donc du coup il y a tout qui est moite en fait, et les caouets, les duvets, les tentes. Et après cette nuit-là, je veux dire, on enchaîne sur une autre. Et là avec un bon petit vent qui secoue les tentes. Heureusement pour nous, on trouve des petites cabanes en bois abandonnées dans lesquelles on a pu cacher les tentes, on a pu les protéger du vent. Et là pareil, moins 5 degrés, là tout gèle quoi, même les gourdes au final. Les gourdes, même si il fait proche de zéro, généralement elles gèlent pas parce que c'est quand même quelque chose d'assez fermé. Mais là ouais, tout gèle. Sur notre dernière journée d'hiver, on a décidé, on devait faire en 2 jours pour rejoindre la capitale de l'Azerbaïdjan, mais au final sur la route on s'est dit bon, il y a 100 km à faire. Bon, 100 km c'était beaucoup à cette époque-là parce que déjà il y avait beaucoup de dénivelé et puis avec le froid on avançait moins vite quoi. Et du coup on avait plus tendance à faire 60 km, pas plus quoi. Et du coup là on s'est dit bon, on va jusqu'à Bakou, la capitale, et c'est 100 km. Bon, ce sera 100 km, une journée horrible, mais c'est parti quoi. Et donc là on a affronté à peu près tout ce qui existe niveau froid, le vent, donc la grêle, la neige, et puis les grands plateaux complètement désertiques, donc des fois pour trouver à manger c'était la guerre. Là, on a eu les cassettes congelées, on utilisait notre thé chaud du matin pour pouvoir les dégeler, parce que les vitesses elles sautaient. Avec toutes ces batailles contre le froid qu'on avait, ça nous tapait sur les nerfs quoi. On avait les nerfs à vif assez souvent et on avait du mal à trouver un plaisir dans ce qu'on faisait à ce moment-là. De toute façon on était tout le temps dedans. Quand on s'arrêtait, on caillait quoi. Les problèmes qui sont survenus, c'est vraiment des problèmes primaires. C'est vraiment boire, manger, dormir en fait. Ça c'était les 3 plus gros. Boire, manger, dormir et se réchauffer. Ça c'était... voilà, on se levait le matin pour ça quoi. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. C'était notre unique objectif. Et faire du vélo. Mais limite faire du vélo, on sait que ça passait. Et donc ça au final c'était des problèmes assez simples, mais quand on avait ce problème là à régler, ça devenait fatigant parce qu'il fallait le régler quoi. Et puis dans l'heure qui suivait, quand on avait faim, on anticipait quand même un peu, mais quand on commençait à voir l'heure tourner, on se disait bon va falloir qu'on cherche à manger maintenant. Et des fois ça prenait jusqu'à 1 heure pour trouver un petit supermarché pour pouvoir se restaurer. Et vu que ce sont des problèmes assez basiques, on peut pas les remettre au lendemain, et on peut pas non plus anticiper trop parce que par exemple pour la nourriture on pouvait pas trop emporter parce que sinon ça nous surchargeait et on traînait quoi. L'eau pareil, et on pouvait pas chercher un logement avant 15-16 heures parce que sinon on n'avançait plus, et donc c'est vraiment des problèmes à gérer instant par instant. Et du coup à cet instant là c'est que ça qui nous occupe. Plus il y a du temps de résolution, plus le stress commence à monter, à se dire ouais ça commence à être la galère. On commence à chercher des solutions alternatives, mais au final il n'y en a pas des masses quoi. Toutes les batailles qu'on a eues, on n'aurait jamais pu réussir sans toutes les aides extérieures qu'on a eues et
les soutiens de morale, ce genre de choses. Enfin, à partir du moment où on avait des contacts extérieurs, on se sentait plus en sécurité que quand on était livré par nous-mêmes en fait. Quand on était dans le froid et dans l'hiver, à chaque fois on avait tendance à essayer de demander un peu à droite à gauche où est-ce qu'on pouvait dormir pour être à l'abri parce qu'il pleuvait ou ce genre de choses. Et donc voilà, on lançait un peu la conversation. Au final, en Turquie, ça nous est arrivé 2-3 fois de se retrouver dans une sorte de PMU du coin, enfin le PMU bar familial. Et puis en plus, nous on demandait juste un toit. Au final, à chaque fois, ils nous filaient un petit appartement avec le réchaud qui va bien et la douche chaude qui nous fait plaisir, quoi. Donc, un autre exemple d'hospitalité, c'était en Géorgie. Le jour où on traverse la frontière, la neige ne nous lâche pas. On est sur le parking d'un magasin et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Là la route elle était toute blanche, on voyait plus rien du tout, quoi. Donc on trouve un petit arrêt de bus pour manger ce qu'on a acheté vite fait, pour pas trop prendre et être abrité de la neige. Et là il y a un petit papy qui arrive vers nous, qui nous commence à nous parler en géorgien, donc évidemment on comprend rien, mais tout content et tout, et puis il continue à nous parler. Enfin, on arrive quand même à se faire comprendre avec les gestes, et on lui dit d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et jusqu'où on va. On sentait qu'il y avait un truc qui voulait nous dire quelque chose, et mais on comprenait pas. Alors moi je m'étais dit, ah ça serait, et si jamais il était en train d'essayer de nous inviter, quoi, ça pourrait être pas mal, mais c'était plus je l'interprétais plus comme un fantasme qu'une réalité, quoi. Et du coup, et là il y a un flic qui arrive, on voit qu'il arrive plus par curiosité que par désir de contrôler la situation. Et du coup il nous traduit ce que veut le gars, et en fait c'était bien ça, il voulait nous inviter chez lui. Et en plus, ce qui plus est, il habite à 200 mètres d'ici, donc même pas besoin de remonter sur le vélo. Une autre fois aussi où on a bénéficié de l'aide des locaux et où ça a été vraiment nos sauveurs, c'était en Azerbaïdjan. On était perdus dans la campagne, il y avait une petite route qui sillonnait comme ça dans des vallons, et puis il y avait des petites maisons par-ci par-là, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Et on s'arrête à un endroit pour regarder la carte, et là il y a quelqu'un qui sort d'une maison qui était à 100 mètres au loin. Et il nous dit ouais, venez boire le thé. Du coup on va là-bas, on se fait offrir le thé, les gens discutent avec nous, on leur explique d'où on vient, ils nous regardent avec des yeux comme ça. Peut-être qu'ils se disent aussi qu'on est un peu débile de pédaler par ce temps. Et puis là, à la table d'à côté, il y avait trois amis qui étaient là, qui mangeaient. Et qui, ça devait se voir à nos gueules qu'on était claqués, et puis peut-être qu'on regardait un peu trop leur nourriture, je sais pas, mais du coup ils nous ont invités à leur table. Et puis là, ils ont sorti la bouteille de l'alcool local. C'était difficile après une journée, quoi. Et on a goûté aussi l'ayran local. C'était une boisson, entre le yaourt et le lait, c'est assez épais, et avec des herbes ou du persil, de la coriandre dedans. Et puis ensuite, ces trois personnes-là se sont proposées de nous inviter chez l'une des personnes pour finir la soirée et puis dormir. Tous les produits qu'on consommait quasiment provenaient de la ferme dans laquelle on était, en fait. Quand les gens nous aidaient, c'était vraiment eux, ça leur faisait plaisir, et puis donc voilà, on a vraiment envie de ramener ça aussi, le fait d'aider les autres. Et en fait on sait qu'en aidant les autres, et au final on va avoir, il y a toujours quelque chose de cool à apprendre, parce que ce serait forcément une rencontre et une expérience qui sera gratifiante. C'est du bonheur partagé, donc dans tous les cas c'est que du bon, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Iran n'est pas que un pays sec et désertique. Mais bon, malgré la difficulté de la piste, on a quand même droit à des paysages comme ça, et le calme de la montagne. On va faire une analyse de difficulté de boue. Donc là c'est ma trace, on arrive dans la boue un peu plus profonde, et là hop, petit virage, on vient buter sur le caillou, et on voit clairement des traces de pas ici, qui indiquent l'échec commis par le pilote, malgré un engouement et une détermination infaillible.
Alors bien sûr, on peut pas parler de tous ces accueils sans parler de l'Iran, qui a été sûrement un des pays les plus offrants, les plus généreux. Enfin, à chaque fois, il y en a eu tellement qu'on peut pas toutes les rencontrer. Et on a quasiment tous les jours des expériences en contact avec des Iraniens, et ce qui en a fait un des meilleurs mois de tout le voyage, tellement c'était vivant, et puis en plus on savait pas trop à quoi s'attendre, donc tant d'hospitalité, ça nous est juste tombé dessus, c'était génial. Dès le premier jour en Iran, c'est le jour où on rencontre notre grosse galère. L'Iran n'est pas dans le système bancaire international, et du coup impossible de retirer dans aucune banque. Pourtant moi je m'étais renseigné auprès de ma banque qui me disait oui, pas de problème pour l'Iran. On avait bien fait attention de retirer tout notre argent avant de passer la frontière pour pas avoir à faire d'échange. Première aide improbable, on explique notre situation à un local qui nous achète de la nourriture pour qu'on puisse tenir au moins 2 jours, quoi. Donc ça c'est la première enchère. Deuxième surenchère, un gérant d'un bureau de change nous propose de nous avancer de l'argent. La seule garantie qu'il nous demande, c'est une photocopie de nos passeports, et pour lui rembourser il trouve un compte bancaire en Europe dans lequel on pourra transférer l'argent. Enfin, ça c'est le truc, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et ça c'est dès le premier jour, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore une fois un exemple d'ascenseur émotionnel. On est au fond du trou, on a rien du tout, aucun moyen financier avec nous. On est complètement bloqué. Et là, hop, l'aide du local qui nous sauve la vie, quoi. Parce qu'on peut même pas attendre, en fait, parce que attendre ça veut dire payer des hôtels, payer de la nourriture. Là on pouvait même pas faire ça, en fait. Là ça aurait été Une des meilleures expériences qu'on ait eues, je pense, niveau rencontre, ça a été à Téhéran avec un Amir qui a déjà fait des voyages en vélo et qui a traversé notamment la Turquie, l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, donc à peu près ce qu'on a fait dans le sens inverse, et qu'il a fait un gros tour pendant 5 mois. On l'a eu en contact, c'est grâce à quelqu'un qu'on avait rencontré en Géorgie dans une auberge. Il nous a dit ouais, il y a ce gars qui est intéressé, il fait du vélo, du voyage à vélo aussi, il est intéressé pour vous héberger, donc bon, on a pris le contact. Avec lui on a beaucoup discuté, on a fait beaucoup de soirées, on a passé beaucoup de soirées à discuter de tout et de rien, et au final il était très à l'écoute, et il comprenait ce qu'on ressentait sans avoir besoin de trop l'exprimer, quoi. Vu qu'il avait vécu un peu la même chose que nous, c'était facile d'échanger sans parler, quoi, grosso modo. Et du coup aussi avec lui, il nous a proposé d'aller fêter la fête du feu avec ses amis. Et donc en fait cette fête c'est une fête zoroastrienne, compliqué à dire. Bref, c'est l'ancienne religion qui a été abolie avant l'islam. Et puis voilà, c'est devenu vraiment une fête commune en Iran, à moitié acceptée par l'État, ça je sais pas. Et donc cette fête, en fait, elle consiste à faire un grand feu et à donner au feu tous nos mauvaises pensées, nos péchés, tous nos points négatifs, en sautant au-dessus, et du coup en recevant l'énergie et tout le positif du feu. À boire du thé aussi, parce que même en soirée ils ont la chai machine, c'est cette fameuse machine où vous mettez des braises au milieu qui fait chauffer le thé autour. Et du coup on a fait cette fête là au milieu du désert, à 4 heures de route de Téhéran. Pour aller dans cet endroit, dans 2 vieilles voitures à tracer dans le désert, nous on voyait rien, on n'avait pas du tout l'habitude, donc c'est noir partout autour. On a juste les feux qui éclairent à moitié, le sable, en plus il y a du sable un peu de partout. Et puis on trace, on se croirait dans un Paris-Dakar, mais bon, ils connaissent la route, alors ça va. Mais c'est vrai que c'était vraiment sensation Paris-Dakar, à chanter des grosses chansons iraniennes dans la voiture avec le pote d'Amir. Enfin vraiment super moment, super souvenir. Et on était vraiment tout seul dans l'obscurité du désert, il n'y avait que notre feu comme lumière. Et le reste c'était silence et noir, quoi. Là où pour moi elle a été la plus intéressante, cette rencontre avec Amir, c'est déjà il nous a proposé plein de choses, mais aussi la rencontre avec le personnage, elle était vraiment intéressante. Un point qui m'a interpellé, c'est vraiment
la scission entre guillemets entre lui et puis entre guillemets la culture actuelle de l'Iran en fait. Il y a l'ancienne religion, l'ancienne culture perse, donc qui date de l'Antiquité, et puis il y a vraiment le nouveau visage de la Perse qui est avec l'islam, et il y a vraiment une scission entre les deux quoi. Et il y a beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus attachés à l'identité perse plus que musulmane, et ça a été ça m'a marqué en fait au final, parce que c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout en fait en passant en Iran en fait. Et là aussi un point qui m'a profondément marqué aussi, c'est quand il nous parlait de son voyage à lui, son voyage en vélo. Il a fait en gros le sens inverse de ce qu'on a fait jusqu'en Turquie, et quand il a voulu rentrer en Europe, ça n'a pas marché parce que du fait de sa citoyenneté iranienne, il devait avoir c'était des conditions abominables en fait pour entrer dans l'espace Schengen. Et là moi je me suis limite senti gêné parce que le gars, enfin moi c'est pas limite, je me suis senti gêné parce que le gars il nous invite, il nous vend du rail, il nous fait plein de trucs, on est chez lui. Et là, il peut même pas rentrer dans le pays où nous on vit en fait. Enfin, je sentais limite ma situation comme une insulte envers lui en fait. Et ça m'a profondément marqué en fait. Et ces histoires de visa, c'est vrai que ça me faisait aussi penser à nos galères de visa pour d'autres pays. Le premier exemple, c'est vrai que pour avoir le visa iranien, nous les conditions elles étaient pas difficiles, mais c'est juste que c'était de l'inefficience administrative par excellence quoi. On a demandé notre visa iranien quand on était à Bakou en Azerbaïdjan. On a dû y retourner 3 fois en 3 jours pour faire notre demande. Le premier jour, on se rend compte que ça ferme super tôt. Le second jour, qu'il faut remplir le formulaire, machin, ceci, je ne sais pas quoi. Et enfin, le troisième jour, on peut lancer le processus quoi. Et aussi, la petite touche, c'est qu'il faut, pour pouvoir lancer ce processus, il faut un numéro d'invitation qu'il faut récupérer auprès d'une agence de tourisme qui est habilitée par le gouvernement iranien, moyennant finance évidemment. Moi quand je suis parti en France, je me dis c'est cool, ça va être marrant, je vais côtoyer les ambassades et tout, ça va être le petit côté international. Mais c'est toujours le petit détail qui manque. Le pire qu'on nous ait fait, je crois que c'est on nous a dit non mais vous pouvez pas mettre comme porte de sortie telle frontière, vous devez mettre une ville en particulier sur cette frontière. Genre mais ça revient au même quoi. Les gars, et puis du coup on a dû évidemment parce que on a dû refaire la file et remplir un nouveau truc pour pas avoir de rayures et avoir un formulaire conforme quoi. On a mis une échelle d'incapacité administrative si on peut dire, et les champions en titre et de loin sont les policiers en Azerbaïdjan. Donc on a eu un contrôle de police dans le désert par un policier à cheval. Donc cette personne là a feuilleté notre passeport et puis nous l'a rendu. On attend, il nous a oublié, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup on lui dit est-ce qu'on peut partir ou pas, et il nous dit non. Au bout de 10 minutes, en fait, il y a les renforts qui sont arrivés, donc la relève je dirais. Donc c'était deux policiers en pick-up, et donc là le même scénario recommence. Du coup on leur donne les passeports, les visas, on leur explique que le visa n'est pas dans le passeport mais qu'il est à côté sur un document A4 qui a été tamponné à la frontière, etc. Donc ils cherchent la page d'identité dans notre passeport, ils tombent sur le visa iranien qui ressemble à ça et se disent bon ça c'est bon, c'est ça. Et après ils se disent mais attends, mais t'es français mais t'as un passeport iranien. Du coup on les prend un peu par la main je dirais, on leur explique que c'est pas notre feuille d'identité, que c'est un visa. Donc on leur met la page d'identité dans les mains quoi. Mais têtus, ils reprennent la page du visa et essaient de comprendre d'autres choses, je sais pas. Cette équipe de 3, ne sachant pas décider, appelle le capitaine qui lui vient avec une autre voiture de l'autre côté. On est pris en tenaille en fait dans ce match administratif. Et donc là, le chef sort avec la casquette, les blasons, reprend nos papiers. Mais par contre, encore une fois, têtus, ils veulent qu'on soit iranien, donc ils lui remettent la page du visa iranien, etc. Donc on est obligé d'hausser le ton un peu et reprendre nos passeports, leur arracher des mains. Pendant ce temps, aller chercher les papiers qui sont partis à droite et à gauche dans les voitures parce qu'ils ont dispersé tous nos documents. Et du coup, là aussi, apparemment, le capitaine n'était pas le chef d'équipe ou le sélectionneur. Du coup, il prend nos passeports en otage et l'appareil photo de Cédric. Donc on le suit à vélo alors que lui est en voiture. Donc on arrive
Donc, poste de police, école, mairie, salle des fêtes du village. Ça faisait un peu tout cette salle. Là, il y en a un qui a la présence d'esprit de nous mettre en relation avec quelqu'un qui parlait anglais. Et donc c'est après 2h30 d'échange qu'on a pu savoir pourquoi on avait eu ça en fait. Et il se trouvait qu'on était sur une zone privée, sur une route privée, alors qu'on n'avait passé aucun panneau, et, enfin rien nous montrait qu'on avait passé ça. Et après avoir fait scrupuleusement les photocopies de toutes les pages de tous les passeports, même les pages vides, au cas où il y avait des messages cachés, et d'avoir pris toutes les photos de Cédric, pour pouvoir en faire des fonds d'écran, je sais pas, on nous a laissé repartir en nous disant au revoir avec un sourire. Et donc c'était un beau match qu'on a bien perdu. À la base, en fait, dans notre voyage, on voulait passer par l'Iran et ensuite prendre un avion pour l'Inde et ensuite continuer notre voyage jusqu'à Bangkok en traversant l'Inde, le Myanmar et ensuite la Thaïlande. Mais sauf que en fait, la frontière entre l'Inde et le Myanmar est très difficile à passer, enfin, la frontière terrestre. Et nous, et du coup, c'est un peu avoir un visa à cette frontière-là, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Et là, du coup, on essaye toutes les alternatives possibles, essayer de passer par la mer en prenant un bateau, par exemple à Calcutta, donc qui est sur la côte est de l'Inde. Mais non, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de port international au Myanmar en fait où il y a des postes frontières. Et on pensait aussi le nord, mais le problème c'est que le nord c'est la grosse montagne et en plus qui plus est, ça veut dire demander au minimum un autre visa pour un pays dans lequel on va rester très peu de temps. Et là, du coup, on se dit bon bah ok, on va mieux que se défendre, on va dire, on contre-attaque, on se décide pour prendre un vol pour le Vietnam du coup.